Bonjour, j'espère que vous avez beau temps. Bon, par souci, sinon de professionnalisme, du moins d'amateurisme éclairé, j'ai lu le guide du scénariste d'Helmut Schmidt, de Clark Gable, de Tata Yo-Yo, de Christopher Vogler, vous le savez. C'est sous-titré Concevoir des histoires universelles qui toucheront tous les publics, et en soi, ça rate un peu son objectif, parce que c'est peut-être universel, mais grossièrement conçu, et que ça ne m'en a touché qu'une, sans faire bouger. On passe sur le patron du mythe à appliquer comme un emporte-pièce à toutes les structures narratives efficientes. Je ne doute pas qu'elle soit la recette d'un succès garanti. Mais déjà, je ne doute pas que le professeur Cissé puisse faire revenir l'être aimé ou réparer les sexes tordus. Non plus que Bruno Le Maire soit sur le point de couler l'économie russe ou sache bouger les oreilles. Je ne sais plus trop où il en est ces derniers temps, Bruno. Et puis ça a l'air tellement scientifique, ça se donne pour tellement irréfutable que ça se met d'office hors de ma portée. Mais moi ça me va. Couillon et pâté, ce n'est pas une vocation. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Reste l'importance donnée aux personnages, enfin aux archétypes bien plutôt. Alors ce n'est pas beaucoup plus intéressant la manière dont c'est abordé, tout est un peu épais là-dedans. Mais ça rejoint pas mal de mes réflexions du moment. Ceux qui me font l'insigne honneur de me lire savent que j'ai un rapport de mère poule avec quelques-uns de mes personnages. Alors pas tous, mais pour certains d'entre eux, ça tourne à la fictosexualité. J'ai une excuse, je fais ça aussi avec les personnages des autres. Un exemple Rentre en plan. Du coup, pour les miens, j'établis un peu plus qu'un pédigré, une fiche technique. Je les dessine, je les habille, je tiens inventaire de ce qu'ils ont dans leur frigo ou dans leur sac à main, et je le fais par affection. Mais je n'ai pas d'autres compétences que l'affection. Et après, je compte sur eux pour exister sans moi, à travers les choses que je suis amené à leur faire subir, par affection aussi, souvent, et sinon par méchanceté. Mais je pense que j'ai un cap à passer, qu'il faut que je travaille. Guy Debord en son temps disait de Cravane et Lautréamont, et si je n'avais pas pu avoir ces amis-là, je n'aurais certainement pas admis de m'en consoler avec d'autres. Alors, autant je ne me sens pas de taille à être l'ami des auteurs que je lis, à part peut-être Valéry Giscard d'Estaing, autant j'ai moins de vergogne avec leurs personnages. Je pense de loin, de bas et avec dévotion à l'Ulrich de Robert Musil, en serrant les fesses au Joe de Jonathan Helms, le cœur serré à la Remedios Label de Garcia Marquez, à Dalvan Northridge pour la vie, à la Jenny de Face à Face de Bergman. J'aime beaucoup les livres que j'ai lus d'Ingmar Bergman, qui ne sont pas des livres mais des scénarios. Mais j'adore les livres que ça fait, ces scénarios, et la brutalité littéraire qu'ils véhiculent. Ce n'est pas censé être littéraire, et ce n'est pas vanté comme tel, alors que, personnellement, je vendrais ma sœur pour écrire moitié aussi férocement. Les scénarios de Bergman compilent des notes d'intention, des visions de la lumière et de l'espace, des dialogues. Ce ne sont pas censés être des œuvres, mais des conducteurs pour des œuvres. Dans Face à Face, que j'aime d'amour, dans Créer chuchotement, dans Persona, et dans le lien que je suis en train de lire, il n'y a pas de description. Il y a des indications pour que l'œuvre existe. Et pour que Cri et chuchotement existent, Bergman pose en préambule les esquisses à gros traits des 4 protagonistes dont la mise en présence est la substance du film. Pas des portraits, pas des fiches techniques non plus, quand même, des espèces de vues éclatées. Pour chacune, un très court paragraphe de tripier génial, des bijoux de concision intraitables, et qu'on ne retrouvera pas tels quels dans l'œuvre finale, mais tels qu'ils auront été traduits par le jeu des actrices, la direction du metteur en scène, et toutes les sorcelleries du chef opérateur et des techniciens. Je ne résiste pas à l'envie de vous en partager un. Pouf pouf. Karine, de 2 ans son aînée d'Agnès, s'est mariée richement et s'est installée dans une autre région. Elle a vite constaté que son mariage était un échec. Son mari, entre parenthèses Georges Arlin, de 20 ans plus âgé qu'elle, ne lui inspire que du dégoût physique et moral.
Elle est la mère de 5 enfants, mais elle ne semble cependant pas touchée par ses maternités, ni par la tristesse de son mariage. Elle apparaît toujours irréprochable, et elle passe pour arrogante et d'un contact difficile. Sa loyauté à l'égard du mariage est irréprochable. Mais cet apparent contrôle de soi-même dissimule une haine impuissante contre le mari et une rancœur durable contre la vie. Sa détresse et son désespoir ne se manifestent jamais que dans ses rêves qui la tourmentent par intervalles. Malgré cette fureur contenue, elle présente des dispositions au dévouement, à la tendresse, au désir de contact, mais cet immense capital reste enfermé et inutilisé. Pour moi, ça, c'est un petit Jésus en culotte de velours, mais Maria n'est pas mal non plus, comme fiche produit au catalogue. Pouf pouf. Maria est la Benjamine des sœurs, riche elle aussi, et bien mariée à un homme beau, jouissant d'une excellente position sociale, entre parenthèses, Henning Moritzen. Elle a une fillette de 5 ans. Elle est elle-même une enfant gâtée, douce, enjouée, souriante, faisant constamment preuve de curiosité et de sensualité. Elle attache un grand prix à sa propre beauté et aux possibilités de plaisir que lui offre son corps. Elle n'a pas la moindre idée du monde qui l'entoure, elle se suffit à elle-même et elle n'est jamais tracassée par des contraintes morales posées par elle ou par d'autres. Sa seule règle est de plaire. Je trouve qu'on est assez loin des archétypes et de Roro le héros, Totor le mentor ou Niniste l'antagoniste. On est plus dans le fond de sauce, né de la réduction à feu doux, des os brisés et des bas morceaux. Et avec ça, on va avoir du mal à s'acheminer vers le schéma schématique schématiquement schématisé en 3 parties. Une fois qu'on a des personnages caractérisés ainsi à la hache et livrés presque à vif, où est-ce qu'on va se laisser embarquer avec eux? Vers une œuvre forte ou vers un blockbuster? Mystère et boule de gomme. Dans mon cheptel de personnages récurrents à moi, j'en ai un, Sal, qui se rapproche de très près de l'emploi de Trickster ainsi qu'il est normalisé dans le Guide suprême. Le personnage de Trickster incarne, je cite, l'énergie de la ruse et de la dissimulation et le désir de changement qui en résulte. Tout est écrit comme ça. C'est beau, hein? Fou, loué soit le poulet fermier. Ne dirait-on pas un vrai mode d'emploi à l'ancienne, traduit du japonais? Ceci étant posé, mon Trickster à moi a un peu cet emploi-là. Sal, c'est son prénom, autant que son hygiène mentale, et la plupart du temps, sa place dans l'intrigue est celle d'un accélérateur de feu. D'un comburant, si vous voulez, autant que celle d'un générateur automatique de fausses pistes, de digression. Il est, par ailleurs, comme un Trickster, assez pathétique, drôle si l'on veut bien rire à ses dépens, et souvent décoratif. Mais pas que. Je le fréquente beaucoup, parce qu'il apparaît dans 7 de mes livres achevés, et il en est même un qui est écrit à sa première personne, où il parvient encore à ne pas toujours être le personnage principal. Mais il est tellement présent, tellement proche du rond de lumière de la poursuite, il évolue tellement que je vais avoir du mal à le considérer comme un trickster. Pour moi, c'est plus un tumbleweed, un ambulant. Parce qu'il a une vie sans moi entre 2 livres. Et quand je l'écris, c'est un peu comme s'il passait par là, comme un ami qui a vu de la lumière. En tout cas, je ne le vois pas comme un emploi, et moins encore comme une enveloppe vide. Ce serait quoi, un sale seulement utilitaire? Un vieux couillon pittoresque? Alors oui, ça existe, pourquoi pas. Je suppose qu'on en connaît tous, ces êtres mi-humains, mi-raison sociale qu'on croise H24 aux abords des bistrots, des ministères, des états-majors peut-être, des think-tanks. On les croise où on est, nous, pêcheurs, sur les parvis des gares, dans les Starbucks, les salles de sport. Des gens pas vides, mais inoccupés. Foncièrement préoccupés d'abord d'être originaux, comme tout le monde. Pour moi, de base, on pourrait les croire apparus un matin, échoués là, poussés par l'inertie en cercle concentrique de leurs habitudes apprises, comme des coquilles pour servir de bivouac aux pagures de passage. J'ai eu une amie artiste comme ça, épouse de prof qui s'ennuyait, mais qui avait un petit truc. Déjà, elle avait fait pleurer son père, et ça comptait dans sa légende. Et puis surtout, elle s'habillait chez Saint-Maclou. Elle était de tous les vernissages, tous les pince-fesses. Des fois que sa chance passe, elle était là, elle était prête. Elle avait son pitch Parker au bord des lèvres et sa carte de visite jusque dans sa culotte. Et même immobile, on aurait dit qu'elle était mue par une espèce de roulis. Tout le temps. C'est pour ça que quand on s'approchait d'assez près, on pouvait entendre la mer.
Bon, de près, la mère, on pouvait aussi la sentir, mais elle n'aime pas qu'on parle de ça. Longtemps, néanmoins, je me suis plu à penser qu'il y avait un vrai être humain derrière l'arriviste. Une femme d'aujourd'hui, dynamique, ondulée, célibatante, en marche. Avec ses faiblesses, mais aussi ses charmes, et dont l'arrivisme, en somme, ne serait qu'un des nombreux produits dérivés. Et puis quand même, petit à petit, je me suis rendu compte qu'il était rare de la retrouver le matin à l'endroit où on l'avait laissée le soir. C'est sûrement parce que l'équipe de nuit avait oublié de la ranger. C'est pourtant pas compliqué, on la pousse dans son coin, on lui met la béquille et surtout on la bâche. Un matin, on la retrouvait taguée, sur son front, Jean d'Ormesson, c'est trop ma cam. Il a fallu la repeindre. Pour moi, ça, c'est un personnage comme ils sont rêvés dans ce pinsomme-là. Sale que vous retrouvez dans mon petit roman La vie en rose, mais également et plus substantiellement dans Où la lune va, apparaît en décembre, est le tout premier personnage qui apparaît à la toute première ligne du tout premier volume, et 14 livres plus tard, il reste présent en bonne position dans le roman dont j'ai entamé la rédaction il y a peu, et qui va bon train grâce à lui, qui s'écrit un peu tout seul. Dans Par la racine, il vivait une cinquantaine très adolescente, quoique très abîmée, et chaque jour comme le vestige d'un passé surinvesti. Il a été chanteur des Pissenlits, groupe rock d'un ou deux succès dans les années 80, et demeure coûte que coûte musicien, mais ce, plus grâce à ses droits d'auteur qu'à ses projets autoproduits. Il est surtout le sideman, le presque bon camarade, l'Auguste de tous les clowns blancs qui passent. Jusque dans sa vie de couple, il a une relation intensément compliquée et débile avec Frida Daleb qui, contre toute attente, dure et se retrouve presque intacte dans sa complexité et sa débilité dans les volumes suivants qui la vieillissent seulement en la situant toujours à la même place et dans le même registre 15 ans plus tard. Je me fie comme de la peste des gens pittoresques, et pourtant je pense avoir rencontré toute ma vie des gens qui ressemblent à Sal Castaner. Et ça, et mes amitiés avec des chiens, c'est ma véritable fortune. Par contre, Sal n'a jamais fait pleurer son père. Ainsi s'achève cet Ujoporama avec des morceaux choisis d'Ingmar Bergman, mal choisis sans doute de Christopher Vogler, et puis sinon je vous garde un petit grumeau, comme ça, pour la fin, juste pour exercer mon droit inaliénable à la méchanceté. Je me permets de vous rappeler que La vie en rose, petite enquête légère autour des dessins à l'encre de Chine de Raphaël Gonin, est disponible sur Colibri et Amazon, et que je le dédicacerai à l'occasion d'une expo collective chez l'excellent Paul Guillemin à Carrécourt, rue de la République, Lyon-Presqu'île, le 18 novembre. Le prochain Nujoporama sera lui aussi à la mi-novembre et sera pas mal plus ambitieux. Aussi, pour compenser d'avance, je vous quitte sur une citation de Valéry Giscard d'Estaing. Nous procédâmes convulsivement à l'envahissement des lèvres. Voilà, de rien. À tous les enfants qui sont obéissants, nous allons dire au revoir en passant.